La grotte était anormalement muette. Le silence pesait comme une couverture humide, aussi épais que la buée qui condamnait sa respiration. Lila avançait à pas lents, sa cape tirée serrée autour des épaules, la paume toujours tachée d'herbes sèches et d'une poussière blanche qu'elle ne savait plus comment nommer. Elle avait 22 ans, des doigts fins habitués aux gestes qui apaisent et aux sutures maladroites, et un regard qui n'avait plus rien d'enfantin depuis longtemps. Depuis l'adolescence, elle savait traduire les plaintes du corps, repérer la fièvre comme on écoute une histoire. Orpheline de la rupture d'un ancien clan, rejetée des maisons où l'on partageait le feu, elle portait en elle une cicatrice qui réclamait distance et discrétion. Le passé l'avait amenée à fuir tout non stable et à apprendre qu'aider coûtait souvent plus que recevoir. Le premier signe fut un souffle étouffé, très bas, puis des reniflements qui ressemblaient à des pleurs sous la pierre. Elle s'arrêta, le ventre noué, ses mains sentant la terre froide. Un parfum de poils mouillés et de fer la frappa, comme si la grotte elle-même saignait. 12 corps roulés contre la paroi, yeux clos et pattes enchevêtrées, gémissaient avec une faiblesse qui la brisa plus qu'elle ne voulut l'admettre. Des traces de cordes brûlées marquaient le sol, et quelque chose qui sentait le goudron et la peur restait suspendu dans l'air. Lila se pencha, posa la main sur le plus proche, sentit un battement furtif et sale contre sa paume, et comprit sans voix que ces loups n'étaient pas seulement des bêtes perdues. Elle sentit aussi que des ombres rôdaient dehors, des silhouettes qui attendaient à l'entrée comme des mots prêts à frapper. Elle n'eut pas le temps de se retirer. Une voix rauque traversa l'obscurité, provoquant un frisson jusque dans ses os. « Qui pensait que quelqu'un viendrait ?» dit la voix. Une torche jeta des langues de lumière et révéla 3 silhouettes humaines, robustes, aux bracelets cliquetants, et derrière eux, des visages d'hommes aimant la domination. « Une oméga seule » ricana l'un, penchant la tête, parfaite pour s'amuser. Lila sentit la bile lui remonter, et pour la première fois depuis longtemps, une colère lui donna de l'espace pour bouger. Elle répondit d'une voix qui tremblait mais ne faiblissait pas. « Laissez-les, ils sont blessés. »« Ou tu veux jouer les héroïnes ?» dit un autre, avançant d'un pas. « Rien n'empêche un jeu de meute ici. » Les hommes approchèrent, odeur d'alcool et de métal, et la grotte s'emplit d'un grondement qui n'était pas naturel. Elle posa la main sur la pierre et envoya une prière silencieuse à la vieille déesse Lune, qui, dans son village d'enfance, était un murmure rassurant. La lutte vint rapide, implacable, comme une marée qui arrache tout à son passage. Les hommes dégainèrent des cordes et des bâtons. Lila recula pour protéger les loups et sentit qu'une douleur aiguë fendre son épaule quand un bâton heurta sa clavicule. « Tu nous as cherchés » grogna l'un, et sa respiration sentait la boue. Elle tenta de parer, de donner un coup, mais la fatigue l'avait laminée ces derniers mois. « Arrêtez » cria une voix nouvelle à l'entrée, et pour un instant l'espoir sembla se poser comme une feuille. Les échanges furent courts, tranchants, pleins d'air humide et de colère. « Qui es-tu pour ordonner ?» dit Théo le premier, la lumière de sa torche dansant sur ses dents. « Je ne veux pas d'ennui » répondit Lila en crachant du sang, la langue métallique contre sa bouche. Une rafale de cris, puis un craquement d'os, et l'un des hommes recula en jurant. Les loups, prisonniers depuis trop longtemps, trouvèrent un souffle dans cette agitation et commencèrent à se redresser, grognant, flairant une liberté possible. Moment de tension 1. La scène se déploya avec une lenteur cruelle, chaque image marquant la peau. Lila se rappela la main chaude de sa mère sur sa tête, le jour où elle apprit à poser des compresses, la manière dont les doigts appuyaient jusqu'à soulager. Une mémoire la traversa, vive et douloureuse. La maison renversée, les silhouettes armées qui prenaient ce qui restait, sa fuite au cœur d'une nuit sans lune. Ces souvenirs se mêlèrent à l'odeur de cuir et de fer dans la grotte, et à la sensation du gravier sous ses bottes. Elle pensa, très clairement, que si elle cédait maintenant, ces loups tomberaient dans d'autres mains. Elle pensa aussi que toute implication pouvait signifier la fin de ce qui lui restait. La décision pesa, et dans ce souffle, elle choisit d'agir. Les rugissements s'intensifièrent, la respiration de chacun devint saccadée, et elle sut que sa prochaine action scellerait quelque chose de plus grand que sa propre vie. « Tu vas te taire » ordonna Théo, avançant pour saisir le collier d'un loup blessé.
Le premier contact fut un feu soudain. Lila bondit, attrapa la main de Théo, la tordit pour la faire lâcher. « Non », dit-elle avec une force qui étonna jusqu'à elle-même. « Pas aujourd'hui. »« Tu veux jouer à la curandera » ricana un autre, Marcus. « On peut la vendre ou la forcer à soigner nos bêtes. »« Je ne vous soignerai pas pour votre entertainment » répondit-elle, les yeux vidés de peur et emplis de défi. Une corde claqua, la gorge se noua, et un des hommes tenta d'agripper un loup pour le traîner hors de la grotte. À ce moment, Mira, une jeune éclaireuse qui avait suivi le groupe mais qui hésitait, murmura « Laissez-le, il ne mérite pas cela. » Et l'un d'eux, surpris, hésita assez pour que l'un des loups saisisse la jambe d'un assaillant. La mêlée prit une tournure chaotique. Le goût du métal emplissait la bouche de Lila, son ouïe réduite à un tambourin de cœur battant. Elle sentit la peau sous ses doigts se tendre, un courant étrange parcourant ses veines. La lutte se solda par des gémissements et des jurons. Les hommes filèrent, laissant quelques traces de sang et de boue. Lila tomba sur ses genoux, haletante, chaque respiration un effort. Les loups, apeurés, se recroquevillèrent, mais certains la regardèrent avec une curiosité qui ressemblait à de la reconnaissance. Elle posa des bandages improvisés, appliqua de l'eau tiède sur des plaies, sentit la fourrure sèche sous ses doigts et le pouls faible repartir. Elle chuchota, comme à des enfants. Tenir, rester. Les sons de la grotte revinrent, timides, et la promesse d'un calme fragile s'installa. Elle ignorait encore qu'une vibration lointaine, presque rituelle, avait été entendue jusque dans les halls du pouvoir. À ce moment, je m'arrête un instant pour parler à vous qui êtes là. Si cette scène vous a serré le cœur et que vous vous demandez ce que vous auriez fait à la place de Lila, vous n'êtes pas seul. Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez. Fuiriez-vous pour sauver votre vie ou resteriez-vous pour protéger les autres? Écrivez simplement « fuir » ou « sauver » et ajoutez une ligne sur votre raison. Vos réponses font vivre cette communauté et aident à imaginer la suite des histoires. Je lis chaque commentaire et je réponds à certains d'entre eux quand je peux. Partager votre opinion aide aussi à montrer que les choix difficiles ne sont pas affrontés seuls. Maintenant, je reprends l'histoire. La grotte resta humide et lente, mais le monde commença à tourner autrement autour d'eux. La décision de rester coûtait. Lila sentit un tiraillement sourd dans la poitrine, comme si quelqu'un tirait une corde à l'intérieur d'elle. Elle connaissait ce vertige. C'était la marque du Life Waver, ce don rare que sa mère lui avait murmuré d'oublier et que les anciens textes trouvaient sacré et dangereux. Elle ferma les yeux et laissa venir le flux, le petit échange qui devait aider les loups. À chaque transfert de chaleur, elle sentit de la force partir de ses muscles. Une pâleur lui venut au visage, un goût de cendre dans la gorge. Les premiers soins ne suffirent pas. Les plus faibles restèrent dans un état critique. Leurs poumons gravaient un rythme trop lent. Lila posa les mains sur leur poitrine, chanta sans parole, et la lumière calorifique qui naquit fit luire sa peau comme la cire. Le prix fut immédiat. Des nausées, une faiblesse qui terrassa ses jambes et une douleur qui ressemblait à une brûlure froide dans le sternum. Elle se souvenait des règles apprises dans les archives de son village. Un Life Waver soignait, mais rendait plus vulnérable. Chaque don laissait une marque. Elle sentait désormais une brûlure bleue à la base de son cou, comme une fleur gelée qui ne guérirait pas sans temps et soin. Moment de tension 2. Les secondes se firent longues, et son esprit vacilla entre mémoire et présent. Elle revit son père lui expliquant que le don ne devait jamais être fait pour rien, qu'il fallait compter le coût du soin comme on compterait le sel dans une sauce précieuse. Elle entendit encore la voix du curateur Nissa, qui l'avait traité une fois en secret, lui dire que la marque pouvait appeler des protecteurs ou des prédateurs. Tout cela tourna dans sa tête pendant qu'elle versait sa propre énergie sur des corps qui n'avaient ni promesse ni nom à lui offrir. Un sentiment d'urgence l'étreignit. Garder ses loups en vie était une dette envers sa propre humanité. Elle voulut refuser, protéger ses restes, mais voir un petit loup ouvrir les yeux sur elle fut plus fort que la peur. Elle céda. La douleur devint un étau, puis une brûlure, puis un vide. Elle sentit son monde rétrécir à la taille d'une main. « Tu l'as fait trop fort » murmura Maël, qui arrivait derrière elle avec des torches et de l'eau chaude, la robe tachée. « Tu as utilisé trop de toi !»« Je n'avais pas le choix » haletait Lila, la voix faible. « Ils auraient tous péri. » Maël posa une main experte sur son front, palpant le rythme de son pouls.
Marcus, apporte des couvertures, dit-elle en se tournant vers le lieutenant. Idriss, occupe-toi du sang sur la paroi, et Juna, prépare des onguents. Les ordres tombèrent comme des gouttes qui réveillent. Marcus grogna mais se mit à obéir. Ceux qui ont fait cela paieront, jura Idriss les dents serrées. La nuit semblait écouter. L'aube apporta un vent nouveau et avec lui un passage imperceptible dans l'air, comme si la grotte avait expiré un secret. Un grondement profond monta de la vallée et fit vibrer la roche, le pas d'une meute, mais pas n'importe laquelle. Hors de la pierre, entre l'ombre et la lumière, apparut une silhouette imposante, monture noire à la main et un manteau riche qui disait le pouvoir. Le roi Alpha Alaric entra dans la grotte avec un calme qui commandait tout. Sa présence remplit l'espace d'un silence respectueux. Il observa les loups, prit une serviette, posa délicatement la main sur l'épaule de Lila et dit simplement « Qui a dit que les rejetés ne pouvaient être héros ?» Sa voix était basse, lourde de décision. Il se leva, regarda les hommes qui restaient et déclara que justice serait rendue. Les gardes du palais, menés par Marcus et Idriss, s'approchèrent et emmenèrent les agresseurs enchaînés. Alaric se tourna vers Lila et dans ses yeux passa la reconnaissance d'un roi voyant l'âme d'une autre personne. Moment de tension 3. Le lien se fit non pas dans les mots, mais dans un souffle qui traversa la grotte, une chaleur douce qui connecta le cœur faible de Lila au battement large et régulier d'Alaric. Elle sentit, comme un fil invisible, une corde qui la tira vers lui et vers un rôle qu'elle n'avait pas demandé, mais qui la choisissait. Les anciens rites parlaient de ces rencontres, un life waver qui sacrifie et un alpha qui reconnaît, un mate qui naît au milieu de la douleur. Alaric s'agenouilla, posa sa main sur celle de Lila et dit d'une voix qui était en même temps un serment. « Je vois ta marque, je vois ton sacrifice. Viens au palais, nous te donnerons soin et nom. » Le son de sa voix résonna comme la promesse d'une autre vie. « Pourquoi moi ?» demanda Lila, la voix plus basse qu'un souffle. « Parce que… » « Tu as choisi quand tout le monde tournait le dos, » répondit Alaric. « Parce que ce pack a besoin d'un foyer, et toi d'un droit à rester. » « Ils sont nombreux, » dit Maëlle en regardant les 12 carcasses qu'elle savait encore fragiles. « Un chef doit être prêt. »« Alors nous ferons plus que guérir, » ajouta Alaric. « Nous marquerons. » Dans la lueur que la première clarté projetait sur la pierre, il déclara à voix haute devant témoins « Lila, au nom du pack et du royaume, je te proclame Luna. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les gardes échangèrent des regards, certains d'admiration, d'autres de calcul. Nissa, qui avait suivi la nouvelle comme une ombre silencieuse, sourit et murmura que c'était un ancien équilibre qui renaissait. Le voyage vers le palais fut lent et prudent. Les loups furent transportés sur des litières, enveloppés dans des couvertures, et Lila était soutenue par Maëlle et Idriss. Dans les cours du palais, la pierre sentait la cire et le bois poli, la chaleur humaine et le thé sucré. Soren, le maître guérisseur, attendait, entouré d'herbes et de parchemins. « Vous avez fait un acte rare et coûteux, » dit-il, en examinant la marque sur le cou de Lila. Une tache bleutée qui s'étendait maintenant comme un tatouage vivant. Un life waver qui ouvre son essence sans protection appelle l'attention. Le roi a bien fait de vous amener. Les mots de Soren étaient mesurés, techniques, mais derrière la précision, on tenait un avertissement. Votre sang réclamera repos et rituel. Sans eux, la marque peut s'étendre et consumer. « Je ne veux pas mourir, » murmura Lila, honnête dans sa faiblesse. « Nous ne te laisserons pas, » répondit Maëlle en serrant sa main. C'est ici qu'une partie essentielle de son histoire remit l'âme de Lila en lumière. Enfance. Elle naquit au bord d'un marais où l'odeur du jonc et de l'eau stagnante formait la première musique de son cœur. Son père lui apprit à reconnaître les plantes qui aident et celles qui tuent, et sa mère lui dicta les mots pour rassurer. Elle avait appris à faire des compresses avant de savoir lire, et souvent une petite main cherchait la sienne dans la pénombre. Perte et formation. Un hiver, le feu du village fut pris par des hommes qui ne parlaient pas. Les flammes mangèrent la maison, emportant parents et anciens croyants. Elle fuit avec un paquet de tissus et la leçon que la vie était fragile et qu'elle devait choisir soigneusement qui protéger. Depuis, elle resta à la lisière des communautés, offrant soin en échange de pain, cultivant la discrétion comme un rempart. Présent. À 22 ans, elle couchait dans des granges et voyait le monde en blessure à recoudre. Le don s'était révélé un soir de fièvre et depuis, il dictait ses limites et ses peurs. Ces 3 temps se lièrent désormais au présent.
expliquant pourquoi elle avait risqué tout ce qu'elle possédait pour sauver 12 corps haletants. Le temps au palais fut d'abord médecine, puis conversation, puis apprentissage. Soren, Maël, Nissa, Idriss et Marcus eurent chacun un rôle à jouer. Soren enseigna les limites du Lifewaver, expliquant que le pouvoir pouvait guérir, mais aussi attirer des rogues et des curieux. « Tu dois apprendre à stocker », dit-il en montrant un parchemin ancien. Maël enseigna comment préparer des infusions pour reconstruire la force. Idriss entraîna Lila à se défendre sans exposer sa flamme, et Marcus la conduisit dans des exercices de posture face aux gardes. Juna, une jeune gouvernante, fut celle qui apportait les repas chauds et les confidences. Le petit Lucas, héritier du frère cadet du roi, vint un matin visiter les loups, touchant une truffe du bout des doigts et riant d'un rire clair. Chacun de ces noms devint une encre. Soren le maître, Maël la confidente, Nissa la sage, Idriss le protecteur, Marcus le pragmatique. La guérison des loups prit des semaines. Leurs respirations s'approfondirent, leurs yeux reprirent brillance, et petit à petit, la meute se reconstitua autour d'une énergie nouvelle. Lila apprit à concentrer son don pour ne pas se vider et à accepter que certains soins demandent des outils, pas seulement de l'essence. Les enfants du palais apprirent à connaître les animaux, et Alaric veilla à ce que la meute ait un sanctuaire près du jardin. La marque sur son cou s'atténua mais resta visible, un rappel et un honneur. Le roi vint souvent, observant avec la gravité d'un homme qui sait que pouvoir et gratitude se paient en responsabilité. « Nous te proclamons Luna parce que tu as choisi le lien », dit-il un soir en regardant la lune haute. Lila accepta le titre avec une hésitation qui était presque humilité. Un mois après, la petite meute avait un abri et Lila un lit propre. Elle marchait encore avec prudence, apprenant à doser ses efforts, entourée par Soren et Maël. 3 mois plus tard, elle avait enseigné à Juna quelques soins élémentaires et se déplaçait dans les cours du palais avec un rôle qui n'était pas seulement celui d'une soigneuse, mais d'une conseillère pour la meute. 6 mois plus tard, les choses avaient changé de manière plus profonde. Le village voisin, inspiré par l'histoire de la Oméga rejetée devenue Luna, commença à ouvrir ses portes aux survivants. Des lois informelles se mirent en place pour mieux protéger les voyageurs vulnérables, et des gardes comme Idriss reçurent consigne d'intervenir rapidement lors d'agressions. Le petit Lucas grandit en aimant les loups comme des frères, et parfois il venait chanter avec eux sous la lune. Alaric institua une cérémonie qui rappelait que le sacrifice d'une seule personne pouvait réformer la cour et protéger le faible. Le lien entre Lila et Alaric resta discret mais profond, une alliance qui ne cherchait pas à effacer le passé, mais à le transformer en promesse. Le dernier passage fut un matin clair, 6 mois après la grotte. Lila se tenait sur la terrasse du palais, une tasse de thé fumante entre les mains, quand Alaric s'approcha. Il posa sa main sur son épaule sans cérémonie. La marque est là. Doucement, mais elle est belle. Elle sourit, lointaine, et pensa à toutes les nuits où la solitude avait été son unique compagnie. « Je suis devenue Luna sans le demander, » murmura-t-elle, « et j'ai peur de ce que cela implique. »« La peur est un conseil, » répondit-il. « Elle t'a porté jusqu'ici. » Ils regardèrent la meute courir libre dans le jardin. Lucas riant au milieu d'eux, Maël qui distribuait des herbes, Soren qui étudiait des textes dans l'ombre, Idriss patrouillant, Marcus qui réglait un contrat de commerce pour le palais. La vie avait pris des gens ordinaires et les avait transformés en une nouvelle famille. Revenir sur ce qui fut sauvé et ce qui fut appris marqua un nouveau départ. Les gardes du roi commencèrent des patrouilles aux frontières du royaume pour empêcher que des rogues n'attaquent à nouveau des voyageurs. Nissa organisait des enseignements pour reconnaître les dons et les protéger, et Juna créa une petite communauté d'aide où Lila enseignait ses savoirs. Lila écrivait aussi, par petites notes, des recettes d'onguents et des avertissements sur le Lifewaver. Elle acceptait des visiteurs, parla aux familles, mais gardait une partie de sa vie secrète, comme une chambre fermée où la mémoire se dépose. Le royaume avait changé un peu, et la présence d'une Luna qui venait de la marge était désormais une histoire que l'on racontait aux enfants pour leur apprendre le courage. Et si vous avez aimé ce récit, si le sacrifice et la renaissance vous ont touché, abonnez-vous. Ici, nous racontons des histoires de liens inattendus, de dons qui coûtent et de familles choisies. Votre abonnement soutient la création de nouvelles sagas, vous permet de suivre l'évolution des personnages comme Lila et d'entendre les prochains épisodes de la meute et du palais. Laissez un commentaire pour partager vos idées et vos théories sur le futur de Lila et de son lien avec le roi Alaric.
J'aime lire vos retours et parfois je réponds pour approfondir certaines décisions dans les épisodes suivants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et revenez bientôt pour la suite des chroniques de la meute. La grotte avait fermé sa bouche derrière eux et la vie avait ouvert d'autres passages. Lila avait cessé d'être une ombre et était devenue un phare, fragile mais réel. 12 corps souvés devinrent d'une meute qui grandit, un héritage que Lucas et d'autres apprendraient à protéger. Elle avait payé cher et pourtant, la récompense n'était pas une couronne, mais la chaleur d'un foyer et la possibilité d'un foyer pour ceux qui n'avaient pas eu la chance. Force et compassion se mêlaient désormais dans son nom. Un an après l'événement, quand la lune se leva haute et froide, Lila se tenait au milieu du jardin, les loups autour d'elle, Alaric à sa droite, et elle sentit que la marque sur son cou n'était plus seulement une blessure, mais une carte de son chemin. Si cette histoire vous a ému, dites-le dans les commentaires et abonnez-vous pour entendre la suite.